Créée en pleine crise pandémique du Covid en 2020, l'association Mamama vient en aide aux mères seules et isolées et à leurs enfants en Île-de-France depuis bientôt 3 ans. Elle occupe de grands locaux à Saint-Denis, au nord de Paris, desquels elle risque d'être expulsée parce qu'elle ne peut pas payer un loyer de 18 000 € qui n'a jamais été prévu au départ. Libération, puis nos confrères et camarades de Street Press ont souligné récemment que le maire de Saint-Denis avait promis qu'aucun loyer ne serait demandé. Ce qui nourrit aujourd'hui un conflit qui dure, entre autres, alors que la précarité des mères célibataires progresse dans la région. Le média Hors Périph' TV a réalisé un reportage à l'occasion des 2 ans de Mamama en mai dernier. Je vous propose alors de regarder un court extrait pour planter le décor. A tout de suite. Vraiment, ils sont tellement patients, ils sont tellement compréhensifs. C'est des gens qui vous reçoivent tellement avec un gros cœur. L'équipe est tellement formidable. C'est l'anniversaire de ma maman, c'est les 2 ans de ma maman aujourd'hui. Racontez un petit peu ces 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé en 2 ans, c'est qu'on a eu une idée qui était d'essayer d'offrir une réponse un peu globale à la précarité des femmes avec des jeunes enfants. Et en fait, ça a été la longue histoire d'un hold-up en fait, parce qu'on a dû forcer un peu tout. On a dû trouver des semi-remorques, on a dû trouver un local, on a dû trouver des centaines de bénévoles, on a dû trouver, alors qu'au départ on n'avait rien. Ce qu'on fait pour aider les mamans, c'est les dons alimentaires, les produits d'hygiène, les vêtements pour les mamans et pour les enfants. On reçoit des centaines et des milliers de demandes. En ce moment, on a 4000 femmes qui sont en attente, qui nous ont demandé des rendez-vous et à qui on ne peut pas encore donner de rendez-vous parce qu'on n'a pas plus assez de bénévoles, d'espace pour les accueillir. En fait, donc c'est à la fois joyeux d'avoir tenu pendant 2 ans et d'avoir autant progressé. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment tout petit à l'échelle des besoins qu'il y a en Île-de-France et même en France d'ailleurs. Eh bien, bonsoir Magali. Bonsoir. Bonsoir Assata. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci à vous aussi. Avec plaisir. Alors, je vous ai rencontré, vous et votre association, lors d'un reportage que j'avais réalisé pour le média, pendant la marche féministe antiraciste à Saint-Denis en octobre dernier. On vient de voir à l'écran un court extrait du reportage vidéo réalisé par le média Hors Périph' TV, qu'on salue au passage. C'était en mai 2022, déjà, il y a 7 mois. Assata, comment a évolué l'association depuis ces 7 mois ? Oui, depuis ces temps-ci, l'association a évolué avec pas mal de demandes et on reçoit pas mal de mamans. On a à peu près, depuis le commencement de l'association jusqu'à actuellement, on a donné les colis à plus de 100 000 mamans, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Donc, ça fait 100 000 mamans quand même. Donc, 100 000 personnes 100 000 aidées, oui, aidées en Île-de-France. Oui, maman et en enfants. Île-de-France. En Île-de-France et en Ukraine et en aussi. Moldavie. À Moldavie, oui. Donc, c'est une association qui est devenue internationale. Oui, presque. De fait. Presque. On va essayer d'évoluer au-delà encore. Donc, il y a des envies de progression, mais en fait, ça fait face à une demande qui fait croître. Exactement, c'est pas des envies de progression, c'est des obligations de progression. En fait, nous au départ, on comptait juste distribuer quelques colis pendant le confinement. On n'avait jamais imaginé qu'il y avait un déficit si immense sur ces questions de précarité des femmes et des enfants. On n'avait pas prévu de complètement sacrifier toute notre vie à plusieurs dizaines de femmes, rien que pour résoudre ce problème. Effectivement, quand on a créé ça, on a distribué des colis à des PMI juste à Saint-Denis, là où on a commencé, et on a été immédiatement submergés. Donc effectivement, là, on a fait un comptage là des personnes qui ont pu bénéficier de ce qu'a apporté l'association. On a touché 100 000 femmes et bébés, en France majoritairement, mais aussi en Ukraine et en Moldavie où on a fait des missions. Et le fait que simplement une initiative née de la volonté de quelques femmes au début et à une telle ampleur, ça veut simplement dire qu'il y avait un déficit gigantesque. Parce qu'on n'a pas pris des parts de marché à d'autres associations. C'est simplement qu'il y avait des centaines et des centaines et des milliers de femmes qui n'avaient pas de solution. Et vous êtes venu répondre à cette solution-là, entre autres, avec Mamama. Bien sûr, oui. Alors, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Le 2 novembre dernier, l'association s'est fait un peu connaître dans la presse, dans les médias, en déposant une plainte contre le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et contre son deuxième adjoint au sport, pour, alors je cite, pour corruption passive, pour trafic d'influence et non-dénonciation de crimes
ou délit. Alors, en réponse, le maire Mathieu Hanotin annonçait porter plainte à ce moment-là pour dénonciation calomnieuse. Je vais vous demander s'il l'a fait ou pas. Mais avant ça, alors vous savez pas de réponse, mais avant ça, que s'est-il passé, Magali, pour en arriver à là, en fait? En fait, le local dans lequel on est avait été mis à disposition gratuitement par la mairie de Saint-Denis. À l'époque, le premier confinement, c'était la mairie précédente, donc c'était Laurent Russier, Oui. le maire PC. Oui. Ensuite, il y a eu le deuxième tour des élections, c'est Mathieu Hanotin qui a été élu maire. Et effectivement, nous, on l'a rencontré une seule fois, en fait, et il était venu, et d'ailleurs, ça avait été filmé par une documentariste. Et il disait qu'on correspondait parfaitement aux raisons pour lesquelles il avait été élu, l'initiative citoyenne, la solidarité. Ça se comprend, Parti socialiste, c'est normal. Et des questions plus de femmes, Bien des sûr. questions, des initiatives issues de femmes du territoire pour d'autres femmes du territoire. En fait, il nous disait ce que nous disait un peu tout le monde, que c'était quand même vraiment bien ce qu'on faisait, en fait. C'était nécessaire. Ouais. Et que c'était non seulement bien, mais surtout absolument nécessaire. Et il nous disait qu'évidemment, Mais là, il y a quand même, on payerait jamais de loyer. C'est quand même dénonciation pour. On parle de crimes, de délits, de trafic d'influence. Enfin, c'est ça qu'on veut savoir là. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à une plainte pareille? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où ce maire, cette nouvelle municipalité a été élue, il y a des personnes qui avaient participé activement à la campagne, qui sont venus s'installer dans notre local, en fait, qui petit à petit sont venus en nous disant, moi, j'ai fait la campagne d'Hanotin, donc moi, j'ai le droit d'être ici. Un autre qui est venu en nous disant, moi, le local de ma boîte a brûlé, j'ai demandé au maire, il m'a dit que je pouvais venir m'installer ici. Et en fait, petit à petit, il y a des hommes qui sont venus et qui ont monté des barrières, qui ont installé leurs affaires et qui sont toujours là. D'ailleurs, il y a toujours les barrières. Il y a des mini-motos qui sont stockées, il y a eu du matériel de BTP, il y a... Comment vous le vivez au quotidien, cette situation un peu de conflit parce que vous êtes salarié, je rappelle, vous êtes salarié de l'association, donc Oui, vous y travaillez... Bon, en général, je ne suis pas trop sur ces places, c'est Magali qui est mieux pour répondre à ces questions. Donc, Ça doit créer quand même une situation de conflit pour en arriver à porter plainte à ce niveau-là, d'aller sur ce terrain-là. On a tout fait pour pas porter plainte. En fait, on a d'abord contacté les élus de la mairie pour leur dire mais en gros, c'est quoi cette histoire? Il y a d'ailleurs des élus de la mairie qui nous ont dit qu'effectivement, c'était très grave ce qui se passait, parce que les personnes qui rentraient, en fait, nous disaient, nous, on va s'installer là, mais en fait, vous allez vous la fermer. Et si vous la fermez pas... Il y a eu des pressions, il y a eu des menaces. Il y a eu des tonnes de pression, de menaces, d'insultes, d'agressions sur des bénévoles ou des salariés de l'association pour qu'on les laisse faire, en fait. Et tout le temps, ils nous disaient, vous n'êtes pas légitime, vous, avec vos histoires de bonnes femmes, nous, on connaît le maire, nous, on est important, nous, on est d'ici. Et donc, en fait, on a passé notre temps à essayer de trouver des solutions. D'abord, nous, on a créé cette association pour aider des femmes, pas pour se faire menacer de mort, ni pour... oui, bien sûr, on a eu pas mal de menaces de mort. Mais comment vous expliquez ça? Parce que quand même, vous avez là un maire qui s'était publiquement prononcé pour vous soutenir, et d'un parti qu'on peut imaginer quand même ami, on peut imaginer le Parti socialiste, c'était anciennement le PCF, mais là, comment y a-t-il eu une suite à cette plainte? Pas encore. Pas encore. Alors, je rappelle que lors de la création de Mamama, c'est, comme vous l'avez dit juste avant, le communiste Laurent Russier, qui était lui maire à ce moment-là, et c'est lui, maire de Saint-Denis, qui avait mis en place cette situation. Le nouveau maire, comme on le disait, a néanmoins promis, il avait exprimé que l'association pourrait être ici sans dépenser le moindre euro dans un loyer. Libération et Street Press, notamment Street Press plus récemment, rendaient une vidéo publique où on le voit le dire. Je vous propose de revoir cette vidéo tout de suite. Et vous, au-delà de la question même de savoir si vous pouvez payer ou pas, moi je trouve ça pas normal que on porte sur votre charge, entre guillemets, 20 000 euros de loyer mensuel. Voilà. Mais donc ça, mais ça, a priori, on n'est pas dans cette optique-là. On n'est pas dans cette optique-là parce que moi je souhaite qu'on accélère les choses. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une autre solution. Est-ce que le maire, M. Hanotin, j'imagine qu'il a revu cette vidéo à l'occasion de la publication de ces papiers, est-ce qu'il est revenu sur ses propos? Est-ce qu'il a le loyer toujours demandé ou finalement ils sont revenus dessus? Ah non, ils nous ont toujours... Enfin, là, maintenant, ils nous demandent plus de loyer, ils ont entamé une procédure d'expulsion. Mais effectivement, le local où on est, c'était l'ancien garage des bennes à ordures, qui était vide depuis des années, qui est dans une ZAC, donc
il est prévu qu'il soit détruit dans un avenir plus ou moins proche. Donc effectivement, de toute façon, on savait qu'on pouvait être là pendant un moment et qu'après, il faudrait qu'on aille ailleurs. Le maire, là, ce jour-là, s'était aussi engagé non seulement à ce qu'on ne paye pas de loyer pour ce local, mais à nous aider à trouver un autre local voilà, ailleurs. Ma question d'après. Est-ce que Et en fait, on n'a jamais eu la moindre proposition, absolument jamais. On est resté là. En fait, on a passé, nous, notre temps à essayer de trouver du soutien pour que ces hommes qui étaient venus, qui s'étaient installés dans notre local, qui nous menaçaient, qui nous insultaient, qui nous intimidaient, arrêtent de le faire. Et en fait, j'imagine que c'est ça qui a donné envie à la mairie de se débarrasser du problème en nous... Ouais. Voilà. En face, justement, la municipalité répond aujourd'hui, ces derniers temps, que votre projet associatif est, c'est leur terme, hein, est intenable. Alors on comprend intenable économiquement. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à la municipalité qui vous juge intenable économiquement Oui, ce que je peux répondre, franchement, on est très, très utile, donc ça ne sert à rien. Ils vont nous menacer, même s'ils veulent nous menacer. Ce que nous, on demande vraiment, on demande à ce qu'on trouve un grand entrepôt pour exercer, parce qu'on est très, très utile dans l'Île-de-France. On reçoit les mamans de toute l'Île-de-France. Et il y a d'autres mamans même qui viennent de côté de l'Oise là-bas pour venir récupérer des colis. Donc, on est très utile. Donc, on a besoin d'un grand entrepôt pour exercer. Bien sûr, on comprend. Mais malgré tout, cette réponse-là, qui naît, un projet associatif intenable, qu'il faut comprendre que ce ne sera pas le cas, ça fait réagir. Intenable, en fait, on nous avait déjà dit, quand on a dénoncé toutes ces menaces, toutes ces violences dont on a été victime. On nous a dit on va faire quelque chose, il ne s'est rien passé. Ensuite, on nous a dit on va vous proposer un autre local, il ne s'est rien passé. Un jour, juste à Noël l'année dernière, on nous a convoqués pour nous dire ben voilà, en fait, vous pouvez rester. On va rien faire pour les autres, mais ça va s'arranger tout seul. Mais par contre, il va falloir vous payer plus de 200 000 € par an pour rester. 18 000 € par mois. Exactement. Ça fait quand même plus de 200 000 € par an. Oui. Et donc, on leur a dit, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on fait, c'est on distribue gratuitement des colis alimentaires pour des bébés en situation de malnutrition. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activité, effectivement, la plus rentable de la Terre. Justement, c'est ce qui est souligné, c'est que votre projet n'est pas rentable. Exactement, ils nous ont dit, il va falloir revoir votre modèle économique. Et donc, en fait, le modèle économique de la distribution alimentaire de colis pour bébés, la distribution de serviettes hygiéniques pour des femmes en très grande précarité, l'aide, par exemple, pour des femmes qui sont victimes de violences, qui quittent leur logement et qui ont besoin de récupérer tous leurs vêtements, les jouets pour leurs enfants. Effectivement, c'est pas rentable. Lutter contre les violences faites contre les femmes, c'est pas rentable. Économiquement, c'est pas rentable. Mais par contre, peut-être que c'est important de le faire. Donc en fait, on est dans cette situation-là. On fait quelque chose qui est essentiel, mais effectivement, qui n'est pas rentable, parce que ça s'appelle de la solidarité. Alors justement, en octobre dernier, en réponse à cela, malgré tout, c'est la société d'économie mixte, Pleine Commune Développement, propriétaire de ces locaux, mais aussi aménageur public de Neufville dans le 93, dont Saint-Denis en fait partie, qui demande au tribunal de Bobigny, vous l'avez dit il y a quelques instants, je les cite, d'ordonner l'expulsion de l'association Mamama et de tous ses occupants, de son chef, avec au besoin le concours de la police, enfin de la force publique pour être précis. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ça ? En tout cas, quand on a reçu la lettre, on était tous abattus, franchement. Moi-même, j'ai eu le cœur vraiment brisé en 1000 morceaux. Parce qu'avec tout ce que l'association Ma Maman fait pour les mamans, moi, de base, je n'étais pas bénéficiaire, mais c'est une sœur à moi qui était bénéficiaire. J'ai connu l'association grâce à cette dame. Pour tout ce qu'ils ont fait pour cette dame, c'était tellement énorme. Je ne savais pas qu'il y a des associations qui existaient pour faire tout ça encore. Parce que moi, je courais de Restos du Cœur pour nourrir mes enfants. Il y a certains trucs qu'on gagne à l'association Ma Maman que tu vas tourner dans plein d'associations qu'on ne trouve pas. Moi, à l'époque, je n'ai pas eu ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré ce jour. Donc, j'ai dit... Et puis, en plus de cela, il m'a dit, ah oui, entre-temps, ils sont là chercher des bénévoles. Pourtant, moi, je finissais à 13h. Quand j'ai dit, Assata, pourquoi ne pas venir donner ton temps? Je venais donner mon temps là-bas une fois par semaine. J'ai trouvé que ce n'était pas assez. Et j'ai commencé à venir toute la semaine après mon travail. J'habite à Aubervilliers, je travaille sur Clamart. De Clamart, je venais à l'ASSO pour travailler pendant 1 an. Et aujourd'hui, je suis salariée. Donc, l'ASSO, franchement... Pour vous, elle est vitale. Très vitale. Très, très vitale. Alors, on entend la réaction, mais la réponse, pour le coup, parce qu'on a une demande d'expulsion. J'imagine que l'association dont vous êtes présidente a répondu. Ben oui, nous on a répondu que c'était qu'on
qu'on ne pensait pas qu'on devait être expulsé. D'abord parce qu'on avait un accord. On a eu d'abord plusieurs conventions écrites qui disaient qu'on avait la mise à disposition du local de façon gratuite. On a eu un accord oral du maire réitéré par d'autres élus de jamais nous faire payer de loyer pour ça, et surtout aussi de nous aider à trouver un autre local le jour où celui-là sera détruit. Oui. Donc je pense que la parole publique des élus compte. C'est ce qu'on va demander au tribunal, en fait, dire on n'est pas du tout des squatteuses, on est rentré là dans ce local parce que c'est la mairie qui nous en a donné les clés, c'est la mairie qui a passé son temps à dire, et c'était normal, qu'ils nous avaient aidés, ils nous ont vraiment aidés. Si on n'avait pas eu ce local, on n'y serait pas arrivé. En fait, chacun joue son rôle. La mairie, les pouvoirs publics possèdent des bâtiments. Nous, on possède de l'énergie, des idées. Et en fait, nos idées, tout le travail, comme les centaines de bénévoles, comme Asata, qui était femme de ménage, qui travaillait très, très, très tôt le matin, qui venait l'après-midi. On a plein de bénévoles, des bénévoles en situation de handicap, des femmes qui font des efforts immenses pour aider, pour aider d'autres femmes. Mais par contre, il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Par exemple, on ne va pas fabriquer du foncier en Ile-de-France. On ne va pas créer un bâtiment. Donc, il nous faut un local. Il nous faut de l'argent pour payer ce local. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. C'est le rôle de la mairie. C'est le rôle d'une SEM. Donc, en fait, on demande juste que chacun joue son rôle. Donc, et pour ça, vous allez en référé. En fait, en référé, c'est eux qui nous ont assigné en référé en disant que notre présence est un trouble illicite. Il y a une date ? C'est le 13 janvier. Et donc, s'il y a des gens qui veulent venir nous soutenir, on aura vraiment besoin parce que c'est très, très difficile pour nous. On continue les activités. On travaille énormément, justement, pour faire toutes ces distributions, pour toutes ces femmes qui ont besoin, pour tous ces bébés qui ont besoin. Et on a, en plus, déjà qu'on est complètement sous l'eau, qu'on déborde de demandes parce qu'il y a des milliers de femmes qui ont besoin d'aide. Maintenant, on doit en plus gérer des problèmes avec des avocates, avec des huissiers. Enfin, c'est complètement absurde qu'on soit obligé de vivre ça simplement parce qu'on distribue des colis alimentaires pour des femmes et des bébés quand même. Donc nous, on a besoin d'aide, on ne va pas s'en sortir toute seule. On a besoin d'aide, que des gens viennent nous aider le 13 janvier devant le tribunal de Bobigny pour nous donner du courage. Qui viennent aussi le 7, donc samedi, là, tout l'après-midi, on sera ouvert. S'il y a des gens qui veulent devenir bénévoles, on va expliquer tout ce qu'on fait. On va faire aussi une collecte de serviettes hygiéniques, de petits pots, de couches, de toutes les choses essentielles qu'on continue à collecter parce qu'on continue à distribuer. Donc on a besoin d'aide et surtout on a besoin que tout le monde reprenne le sens commun. En fait, c'est quand même hallucinant qu'une mairie PS, ce serait les seuls en France à exiger l'expulsion d'une association féministe, à exiger l'expulsion d'une association qui a gagné le Grand Prix de la Fondation des femmes. Ce seraient les premiers à expulser une association qui a 100 000 bénéficiaires. Ce seraient les premiers à expulser une association qui travaille avec des médecins, avec 150 centres de santé. On a eu le syndicat des médecins de puériculture qui travaillent dans les centres de PMI qui nous ont dit qu'effectivement notre présence est essentielle. On a des directrices de PMI qui nous ont dit que notre présence évite des drames, parce qu'on parle quand même de choses très très graves. On ne parle pas de hobby, on parle juste de malnutrition infantile. On parle du 93 qui est le département avec la plus forte mortalité infantile. Donc on parle de morts d'enfants qui sont dues, une surmortalité d'enfants qui est due à la précarité. Donc on parle de choses extrêmement graves. Donc cette situation ça paraît n'a rocambolesque, aucun sens de nous dire, alors qu'on apporte quelque chose qui est essentiel, que personne d'autre ne fait, de nous dire on arrête tout ça, rentrez chez vous, on arrête de jouer. En fait, on joue pas. Ce qu'on fait, c'est important, c'est essentiel. Et ce qu'on leur demande, c'est simplement de jouer leur rôle. Ça pose, et c'est ma dernière question, une question qui tend à être plus large, ce sujet, à intégrer peut-être ce sujet-là dans quelque chose de plus grand. Parce que si l'association Ma Mama, à l'instar de nombreux autres, vous avez parlé du Secours Populaire, je crois, tout à l'heure, ou d'autres associations de ce type-là, viennent difficilement répondre à la demande en matière humanitaire, c'est que l'État n'est pas au rendez-vous. On peut l'imaginer, pas au rendez-vous de ses missions sociales, celles qu'on imagine ou qu'on attend de lui. Alors, avez-vous peut-être rencontré, depuis tout ce temps-là, des acteurs politiques nationaux, le gouvernement, je ne sais pas, ou alors est-ce que vous avez un message à faire passer au gouvernement, à l'État? Qu'est-ce que tu veux demander à l'État, Sata? Est-ce que On a besoin des mains fortes de l'État, et si tu vois une association progresse sans l'aide de l'État, on ne peut pas progresser. Donc, l'État donne de moins en moins, on le voit. Oui, mais avec ce que nous on fait, c'est tellement énorme. Donc, même s'il y a des particuliers qui font
des aides. Et l'État aussi doit faire la majorité aussi. C'est très important aussi. Comment vous voyez, vous, du coup, l'absence de l'État ou Alors, pas forcément sur l'absence, mais sur sa présence pour le moment, en fait, trop faible. Nous, on a, par exemple, on a été lauréate du plan de relance, il y avait une partie sur la lutte contre la pauvreté. On a été double lauréate de ce plan de relance. Donc, effectivement, on a eu des aides de l'État pour par exemple, tout un projet de production nous-mêmes en circuit court et en chantier d'insertion de petits pots à partir de fruits et de légumes produits en Île-de-France pour pouvoir distribuer, parce qu'on a beaucoup de problèmes justement pour trouver les produits pour bébés et de trouver les produits pour femmes. Donc on a par exemple ce projet qui a été financé par l'État qu'on ne peut pas mettre en place parce que depuis qu'on a eu cet argent, on n'a plus de convention pour le local. Donc c'est quand même bien absurde. Mais donc on a besoin en tous les cas que l'État joue encore un peu plus son rôle. Donc nous, on a rempli un dossier, on a gagné, super. Mais en fait, il va falloir que ça devienne pérenne. On ne peut pas juste faire que quelque chose d'aussi important que ça repose sur simplement notre capacité à faire des jolis dossiers et à remplir des concours, en fait, parce que c'est ça, les appels à projets. En fait, il y a un moment, des choses aussi importantes que ça, il faut trouver des moyens de les rendre pérennes et donc de trouver des financements dans le long terme et pas simplement à chaque fois croiser les doigts pour qu'un appel à projet soit ouvert, qui corresponde à ce qu'on fait, que notre dossier plaise au jury. En fait, il y a des choses où il faut s'engager sur le long terme. En fait, là, la précarité infantile, la précarité des femmes, c'est des sujets sur lesquels on est malheureusement assez sûr que que ça va durer et que donc, en fait, nous, il faut que notre action puisse durer aussi. Merci à toutes les deux d'avoir été là ce soir sur le plateau du Média. On suivra avec attention la suite de votre aventure rocambolesque. Pour le coup, on peut au moins l'appeler comme ça, en espérant qu'elle aura une issue positive. Oui, on espère tous aussi. On l'espère pour vous aussi. Merci beaucoup.